Aminata ne savait pas encore que le sourire de Fatoumata était une arme. Chaque matin, quand elle se croisait dans la cour, Fatoumata lui souriait. Un sourire doux, presque maternel. Elle lui disait bonjour la première. Elle lui proposait du thé. Elle lui demandait si les enfants allaient bien. Et Aminata, honnête comme elle était, lui répondait de bonne grâce. Parce qu'elle croyait que la polygamie pouvait fonctionner si les femmes se respectaient entre elles. Elle avait tort. Mais ça, elle ne l'a compris que 7 ans plus tard. Le jour où tout a éclaté. Voici l'histoire d'Aminata, d'Ousmane, et de la femme qui souriait trop bien. Aminata avait épousé Ousmane à 22 ans. C'était un homme tranquille, travailleur, pas du genre à faire des discours. Il ne lui offrait pas de fleurs, il ne lui écrivait pas de poèmes, mais il était là. Présent. Chaque soir, il rentrait à la maison. Chaque nuit, il dormait à ses côtés. Chaque matin, il buvait son café en silence, et elle trouvait ce silence agréable. C'était leur façon d'être ensemble. Ils ont eu 3 enfants en 5 ans. Une vie simple, pas parfaite, mais solide. Aminata travaillait comme couturière, elle avait ses clientes fidèles, sa petite réputation dans le quartier. Elle était heureuse. Pas du bonheur spectaculaire qu'on voit dans les films. Le bonheur ordinaire. Celui qui ne fait pas de bruit mais qui tient. Puis Ousmane a annoncé qu'il voulait prendre une 2e femme. Aminata a pleuré 3 jours. Elle a supplié, elle a argumenté, elle a menacé de partir. Ousmane a écouté tout ça avec patience, et quand elle a terminé, il lui a dit que c'était son droit, que Dieu l'autorisait, que ça ne changerait rien entre eux. Les mots classiques. Ceux que toutes les femmes dans sa situation ont déjà entendus. Elle est restée. Pour les enfants. Pour ne pas tout perdre. Pour lui, aussi, parce qu'elle l'aimait encore. Fatoumata est arrivée un vendredi. Elle avait 28 ans, 2 ans de moins qu'Aminata. Jolie, bien habillée, avec cette façon de marcher qui dit qu'on sait ce qu'on veut. Aminata l'a regardée entrer dans la concession et elle a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la jalousie. De la peur. Une peur vague, sans raison précise, le genre de peur que le corps ressent avant que la tête comprenne. Le lendemain matin, Fatoumata lui a souri. Et Aminata, parce qu'elle était bien élevée, a souri en retour. C'est comme ça que ça a commencé. Les premières semaines, Aminata observait tout. Elle regardait comment Fatoumata se comportait avec Ousmane. Comment elle lui parlait, comment elle le regardait, si elle essayait de prendre plus que sa part. Mais Fatoumata était irréprochable. Elle respectait le tour de chacune. Elle ne cherchait jamais à rester plus longtemps que prévu. Elle ne provoquait pas. Elle était douce avec les enfants d'Aminata. Elle aidait dans la cuisine sans qu'on le lui demande. Aminata s'est dit que peut-être elle avait eu tort de s'inquiéter. Peut-être que cette femme-là était vraiment quelqu'un de bien. Peut-être que ça allait aller. Ousmane, lui, semblait satisfait. Il était plus détendu qu'avant. Il riait plus souvent. Aminata le regardait et se disait que c'était ça la polygamie réussie, comme certains en parlaient. 2 foyers en paix. Un homme qui s'occupe de tout le monde. Elle essayait d'y croire. La première chose étrange, elle l'a remarqué au bout de 6 mois. Ousmane avait commencé à rentrer tard les soirs où il était censé dormir chez elle. Pas toutes les nuits. Pas de façon scandaleuse. Juste parfois. Il arrivait après minuit, il disait qu'il avait eu un problème avec un client, qu'il avait dû régler quelque chose d'urgent. Aminata acceptait l'explication. Parce que ça paraissait raisonnable. Parce qu'elle ne voulait pas être cette femme suspicieuse qui questionne tout. Mais ça continuait. Et puis, un soir, elle n'a pas dormi. Elle attendait. Elle regardait le plafond, elle écoutait le silence de la maison. Minuit est passé. 1 heure. 2 heures. Ousmane n'était toujours pas là. Elle a regardé son téléphone, elle a failli appeler, elle a posé le téléphone. Elle s'est levée, elle a bu de l'eau, elle est retournée au lit. Il est rentré à 3 heures du matin. Elle a fait semblant de dormir. Le lendemain, il n'a rien dit. Elle non plus. Ce silence-là, c'était le début de la fin. Pas de façon dramatique, pas de bagarre,
pas d'éclat. Juste ce silence qui s'installait, doucement, comme une mauvaise herbe dans un jardin qu'on ne surveille plus. Les mois ont passé. Aminata continuait sa vie. Elle cousait, elle élevait ses enfants, elle gérait sa maison. Et Fatoumata continuait de lui sourire chaque matin. Ce sourire qui ne changeait jamais. Toujours la même douceur, la même chaleur apparente. Aminata ne savait pas encore pourquoi ce sourire avait commencé à lui faire quelque chose d'indéfinissable. Pas du dégoût. Plutôt une gêne. Comme quand quelqu'un te dit une chose et que ses yeux en disent une autre. Un matin de la 3e année, Aminata a croisé la mère de Fatoumata au marché. Elle ne s'était vue que 2 ou 3 fois depuis le mariage. La vieille femme était là, elle achetait des tomates. Elles ont échangé les salutations d'usage. Et puis, comme ça, la mère de Fatoumata lui a dit que sa fille était une femme patiente et intelligente. Que les choses finissaient toujours par s'arranger pour ceux qui savent attendre. Aminata n'a pas compris sur le moment. Elle a continué ses achats, elle est rentrée chez elle, et cette phrase lui est restée dans la tête toute la journée. Que les choses finissent par s'arranger pour ceux qui savent attendre. Qu'est-ce que Fatoumata attendait exactement? Elle était déjà là. Elle était déjà la 2e femme. Qu'est-ce qu'il y avait à attendre? Cette nuit-là, Aminata n'a pas dormi du tout. Elle a commencé à chercher dans sa mémoire. Tous ces petits détails qu'elle avait mis de côté parce qu'ils ne semblaient rien signifier séparément. Les retards d'Ousmane. Les fois où il semblait distrait même quand il était avec elle. Les conversations téléphoniques qu'il avait dans un coin de la cour, dos tourné. Les fois où il s'énervait pour rien, puis s'excusait sans explication. Elle avait accepté tout ça comme les petites imperfections de la vie à deux. Maintenant, réassemblés, ces détails racontaient une autre histoire. Elle a décidé de faire attention. Vraiment attention. Pas comme une femme jalouse qui surveille. Comme une femme intelligente qui observe. Ce qu'elle a découvert au fil des semaines suivantes l'a glacée. Les nuits où c'était son tour, Ousmane était souvent ailleurs. Pas dans la rue, pas dans un bar, pas chez des amis. Il était chez Fatoumata. Elle l'a su à travers une voisine qui se levait tôt pour le travail. Cette voisine lui avait dit, innocemment, qu'elle voyait souvent le mari entrer chez la 2e femme même les soirs qui n'étaient pas les siens. Elle croyait qu'Aminata était au courant. Elle croyait que c'était un arrangement entre elles. Aminata avait hoché la tête comme si elle savait. Mais elle ne savait pas. Elle est restée calme. Elle ne sait pas elle-même comment elle a fait pour rester calme. Elle a remercié la voisine, elle est rentrée chez elle, elle a préparé le repas, elle a aidé ses enfants à faire leurs devoirs, et le soir elle a attendu. Ousmane est rentré. Il lui a dit bonsoir. Il a mangé. Et elle l'a regardé faire tout ça avec les yeux de quelqu'un qui voit quelque chose pour la première fois. Cet homme qu'elle croyait connaître, elle ne le connaissait pas. Et cette femme qui lui souriait chaque matin, ce n'était pas une amie. C'était quelqu'un qui lui prenait son mari en pleine nuit, avec méthode, avec patience, avec ce sourire pour couvrir tout ça. Elle a attendu encore. Elle voulait être sûre. Elle ne voulait pas accuser sur la base de ragots, même si ce qu'elle savait déjà était suffisant pour briser quelque chose en elle. Au bout d'un mois, elle avait assez de certitude. La question maintenant, c'était, qu'est-ce qu'elle allait faire? La réponse d'Aminata a surpris tout le monde. Y compris ceux qui la connaissaient bien. Elle n'a pas crié. Elle n'est pas allée trouver Fatoumata pour lui dire ses 4 vérités. Elle n'a pas non plus fait une scène à Ousmane. Elle a pris le temps de réfléchir. Vraiment réfléchir. Elle s'est posé cette question fondamentale, qu'est-ce qu'elle voulait pour sa vie? Elle avait 40 ans. 3 enfants. Une activité qui marchait bien. Elle avait construit quelque chose. Pas avec Ousmane seulement, mais par elle-même. Sa réputation de couturière, ses clientes, son petit atelier qu'elle avait ouvert 2 ans plus tôt. Tout ça, c'était elle. Pas lui. Et si elle restait dans cette maison à souffrir en silence, qu'est-ce qu'elle donnait à voir à ses enfants? Qu'une femme devait encaisser et se taire? Que la trahison était une chose normale qu'on intègre et avec laquelle on vit? Non. Elle a commencé à préparer sa sortie. Discrètement. Méthodiquement.
Comme quelqu'un qui a compris que dans certaines batailles, la victoire ne ressemble pas à ce qu'on imaginait, mais elle est réelle quand même. Elle a ouvert un compte bancaire à son nom. Elle y versait chaque mois une partie de ses revenus. Elle a pris contact avec sa cousine qui avait une maison à louer dans un autre quartier. Elle a parlé à ses enfants, les plus grands, pas pour les charger de ses problèmes, mais pour leur expliquer doucement que les choses allaient changer et que le changement n'était pas une catastrophe. Pendant tout ce temps, elle continuait de sourire à Fatoumata le matin. Parce qu'elle aussi, elle savait sourire. Le jour où Aminata a tout dit à Ousmane, ce n'était pas un jour ordinaire. C'était un dimanche après-midi. Les enfants étaient chez la grand-mère. La cour était silencieuse. Ousmane lisait son journal dans le salon. Aminata est venue s'asseoir en face de lui, et elle lui a dit qu'elle savait. Juste ça. Je sais. Il a levé les yeux. Il a essayé de demander ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas joué à ce jeu-là. Elle lui a dit ce qu'elle savait, comment elle l'avait su, depuis combien de temps elle avait eu confirmation. Elle a parlé avec une voix posée, sans pleurer, sans élever le ton. Ce calme-là a semblé le déstabiliser plus que des cris ne l'auraient fait. Ousmane a d'abord nié. Puis il a minimisé. Puis il a dit que c'était plus compliqué que ça, qu'elle ne comprenait pas, que Fatoumata avait des besoins, qu'il ne pouvait pas la délaisser, que la nuit les choses étaient différentes. Des arguments qui n'en étaient pas vraiment, mais qu'il avançait quand même, comme s'il cherchait une sortie. Aminata l'a écouté. Elle ne l'a pas interrompu. Et quand il a terminé, elle lui a dit qu'elle partait. Pas dans la colère. Dans la clarté. Elle lui a dit qu'elle avait préparé ce départ depuis plusieurs mois, que les enfants allaient bien, qu'elle allait bien, et que la seule chose qu'elle attendait de lui c'était qu'il s'occupe correctement d'eux financièrement comme il en avait l'obligation. Pour le reste, elle n'avait plus rien à lui demander. Ousmane s'est tu. Et dans ce silence, Aminata a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas du soulagement, pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait à de la honte. Comme si une partie de lui avait espéré être arrêtée, remis en place, quelque chose. Et qu'au lieu de ça, il trouvait en face de lui une femme qui ne le suppliait pas de rester. Elle est partie 3 semaines après. Elle a pris ses affaires, elle a pris ses enfants, et elle est allée dans cette maison que sa cousine lui louait. Le quartier était plus calme, les voisins plus discrets, et pour la première fois en des années, elle a dormi toute la nuit sans attendre. Maintenant, le matin, personne ne lui souriait de façon étrange dans la cour. Mais il y avait autre chose dans cette histoire. Quelque chose que les gens du quartier ont appris petit à petit, et qui a changé la façon dont ils regardaient Fatoumata. Parce que Fatoumata, elle, n'avait pas gagné ce qu'elle croyait avoir gagné. Quand Aminata est partie, Ousmane est resté avec Fatoumata. Au début, tout semblait aller dans le sens de ce qu'elle avait voulu. Elle était seule maintenant. Pas de coépouse à gérer. Le mari pour elle toute seule. C'était ça son plan depuis le début, non? Patiente comme sa mère disait. Intelligente. Mais ce que Fatoumata n'avait pas compris, c'est qu'elle n'avait pas gagné un mari fidèle. Elle avait gagné un homme infidèle. La même chose qu'il avait faite à Aminata, il allait lui faire à elle. Parce que le problème n'était pas la polygamie. Le problème, c'était lui. Et ça, on ne le change pas en virant une femme de la maison. Moins d'1 an après le départ d'Aminata, les rumeurs ont commencé à circuler sur Ousmane et une femme de son bureau. Puis sur une autre, quelque part dans le quartier voisin. Fatoumata, qui souriait si bien, qui avait attendu si longtemps, se retrouvait maintenant à vivre exactement ce qu'Aminata avait vécu. Sauf qu'elle, elle n'avait pas une coépouse officielle à surveiller. Elle avait des ombres. Des numéros inconnus. Des absences inexpliquées. Le sourire de Fatoumata a commencé à disparaître. Les gens qui les connaissaient disaient qu'elle était devenue sèche, méfiante. Qu'elle questionnait Ousmane surtout. Qu'il y avait souvent des disputes dans cette maison autrefois si calme. Qu'elle avait maigri. Qu'elle n'était plus la même. Aminata apprenait tout ça par bribes, par les uns et les autres. Elle n'en tirait aucune satisfaction. Elle n'allait pas danser dans la rue parce que Fatoumata souffrait maintenant. Ce n'était pas ça. Mais elle notait, dans un coin de son esprit, la logique implacable de certaines choses. Ce que tu fais finit toujours par te revenir.
Pas comme une punition divine descend du ciel. Juste comme une conséquence naturelle. Tu plantes quelque chose de tordu, tu récoltes quelque chose de tordu. La vraie question dans cette histoire n'est pas de savoir qui a gagné et qui a perdu. La vraie question, c'est, comment Aminata a tenu pendant 7 ans sans craquer? Parce que ce n'est pas simple. Vivre dans la même maison que la femme qui te prend ton mari en douce, lui sourire le matin, lui parler normalement, gérer ses enfants, gérer sa maison, travailler, continuer à avancer. 7 ans de ça. Ça demande une force que peu de gens ont vraiment. Mais Aminata dirait quelque chose d'important si on lui posait la question. Elle dirait qu'elle n'a pas tenu parce qu'elle était forte. Elle a tenu parce qu'elle avait autre chose que ça à défendre. Ses enfants. Son travail. La vie qu'elle avait construite par ses propres mains. Ce n'était pas Ousmane qui avait ouvert cet atelier. Ce n'était pas Fatoumata qui avait fidélisé ses clientes. C'était elle. Et quand on a quelque chose à soi, vraiment à soi, on ne perd pas tout quand un homme ou une femme se comporte mal. On perd quelque chose, oui. Ça fait mal, oui. Mais on ne perd pas tout. Il y a aussi cette autre chose qu'elle dirait. Elle dirait que pendant les 4 premières années, elle ne savait pas vraiment. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas les preuves, et elle avait choisi de ne pas creuser. Pas par naïveté. Par instinct de protection. Parfois on choisit de ne pas savoir parce qu'on n'est pas encore prêt à gérer ce qu'on va trouver. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la survie. Et puis vient le moment où on est prêt. Où on n'a plus peur de voir. Et à ce moment-là, les choses deviennent claires très vite. Pour Aminata, ce moment est arrivé avec la phrase de la mère de Fatoumata au marché. Cette phrase anodine qui avait agi comme une clé dans une serrure. Après ça, elle avait vu. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant. Il y a beaucoup de femmes dans la situation d'Aminata. Certaines le savent, certaines ne veulent pas le savoir. Certaines restent par amour, d'autres par peur, d'autres parce qu'elles ne voient pas comment elles pourraient partir et survivre. Et on peut comprendre tout ça. La vie réelle n'est pas un film où la femme forte pose ses valises un soir de pluie et commence une nouvelle vie magique le lendemain. Dans la vie réelle, partir est difficile. Rester est difficile. Tout est difficile. Mais ce que l'histoire d'Aminata montre, c'est qu'il y a une différence entre subir et traverser. Subir, c'est rester sans rien faire, sans rien construire, sans rien préparer, en attendant que quelqu'un vienne te sauver. Traverser, c'est bouger malgré la douleur. C'est poser une brique aujourd'hui, une autre demain, même quand tout est flou. Aminata avait traversé. Et de l'autre côté, il y avait une vie qui lui appartenait. Aujourd'hui, son atelier a grandi. Elle a 3 employés. Elle a formé 2 jeunes filles du quartier. Son nom circule dans la ville pour la qualité de son travail. Ses enfants ont grandi avec l'image d'une mère qui n'a pas baissé les bras. L'aîné a commencé ses études supérieures. La deuxième veut être médecin. Le petit dernier a le sourire de son père mais le caractère de sa mère, ce qui, dit-on dans la famille, est une très bonne combinaison. Ousmane, lui, s'est remarié une 3e fois. Puis la 3e femme est partie aussi. Il vieillit dans une maison où les gens entrent et sortent sans jamais vraiment s'installer. Il voit ses enfants régulièrement. Il paie ce qu'il doit. C'est tout. Fatoumata vit encore avec lui. Par choix ou par résignation, personne ne sait vraiment. Elle ne sourit plus de la même façon. Ceux qui la croisent disent qu'elle a l'air de quelqu'un qui a compris trop tard quelque chose d'important. Ce sourire qu'elle avait chaque matin, si doux, si constant, elle l'avait utilisé comme un voile. Pour cacher ce qu'elle faisait. Pour endormir Aminata. Pour se donner bonne conscience peut-être, ou juste pour maintenir la paix de surface pendant qu'elle travaillait à déstabiliser cette paix dans l'ombre. Le problème avec les voiles, c'est qu'ils finissent toujours par se déchirer. Et quand le voile tombe, on se retrouve face à ce qu'on a vraiment fait. Face aux conséquences réelles de ses propres choix. Pas dans un tribunal, pas devant les voisins, juste face à soi-même, dans le silence d'une nuit ordinaire. Il y a une dernière chose dans cette histoire. Après que tout ça a éclaté, une amie d'Aminata lui a demandé si elle regrette d'avoir été aussi patiente, d'avoir mis 7 ans à partir. Aminata a réfléchi un moment, et elle a dit non.
Pas parce que souffrir pendant 7 ans était une bonne chose. Mais parce que chaque année lui avait appris quelque chose. Chaque année avait renforcé quelque chose en elle. Et surtout, quand elle est partie préparée. Pas dans la panique, pas les mains vides, pas brisée. Elle est partie debout. Si elle était partie en colère dès la première année, sans atelier, sans économie, avec 3 petits-enfants, elle aurait peut-être souffert encore plus. La vie l'aurait rattrapée différemment. Il n'y a pas de bonne façon de vivre ce genre de trahison. Il y a juste des gens qui trouvent comment continuer malgré tout. Et des gens qui ne trouvent pas. La différence, souvent, c'est ce qu'on a construit pendant les années difficiles. Ce qu'on a mis de côté. Ce qu'on a refusé de laisser détruire. Aminata avait refusé de laisser détruire ce qu'elle était. Et finalement, c'est la seule victoire qui compte vraiment. Pas la victoire sur Fatoumata. Pas la victoire sur Ousmane. La victoire sur la version d'elle-même qui aurait pu rester par peur, se laisser réduire, accepter de disparaître doucement dans l'ombre d'une situation qu'elle n'avait pas choisie. Cette femme-là, elle ne l'a pas laissé gagner. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, quand ses enfants lui demandent comment elle a traversé tout ça, elle leur répond avec cette phrase simple. Je savais qui j'étais. Et je n'ai jamais laissé personne me le faire oublier. C'est tout. Mais c'est beaucoup.